Si j'avais su ces 6 choses en début de ma carrière, je n'aurais certainement pas perdu de nombreuses années et encore moins les opportunités pour faire avancer celles-ci. Personne ne me les a dites. Alors aujourd'hui, je te les partage. Tout ce que j'aurais aimé savoir en commençant ma carrière en tant que chercheuse, pas comme une liste de conseils, mais comme une conversation honnête avec la Luria de 2018 qui venait finir sa thèse de doctorat. La Luria de 2018 qui venait d'obtenir son diplôme de PhD. Bienvenue sur Dare to Info Africa. Je suis Dr Luria Fonou. Je suis chercheuse et microbiologiste depuis plus d'une décennie. Et je suis également directrice de la recherche à l'Institut de recherche du CEPCAM et fondatrice de Dare Africa. Sur cette chaîne, mon objectif est simple, t'aider toi, chercheur ou chercheuse africaine, à libérer ton plein potentiel, à oser devenir le leader scientifique dont l'Afrique a besoin, celui-là qui est financé, visible et reconnu et qui aidera l'Afrique à résoudre ses problèmes. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes succès, de mes erreurs qui t'aideront à accélérer ta progression. J'ai sécurisé des milliers d'euros de financement depuis l'Afrique, encore plus depuis un laboratoire, un centre de recherche que personne ne connaissait. Et si je recommençais, voici exactement ce que je ferais différemment. La première des choses que j'aurais fait différemment, c'est d'apprendre l'anglais plus rapidement. Beaucoup plus rapidement ou alors beaucoup plus tôt. C'est pas pour dire que l'anglais est meilleur que le français, mais il faudrait savoir que lorsque on finit le master en biologie ou dans la santé ou dans la recherche, tout devient en anglais. Même si tu as fait tes 5 ans de master, lorsque tu essayes de te frotter au monde international, tout est en anglais. Les articles sont en anglais, les négociations des projets sont en anglais, les collaborations sont en anglais, les bailleurs de fonds font les appels d'offres en anglais. Et chaque année qui passe à hésiter, à emboîter le pas sur ces langues a été un frein, a été un très lourd frein parce que je me suis retrouvée durant même ma thèse à ne pas pouvoir communiquer. Et au sortir de celle-là, c'était très difficile. Ça venait des barrières, des frottements, de la friction, on appelle ça dans le langage marketing, ça venait de la friction, ça veut dire au lieu de progresser, le fait que tu aies peur, que j'ai eu peur de l'anglais, m'empêchait de m'ouvrir, d'aller vers ces projets ou ces collaborations qui pourtant étaient probablement importantes pour moi et pour ma carrière. Si tu es un francophone, tu es un chercheur francophone et que tu écoutes ce message aujourd'hui, l'anglais n'est donc plus une option pour toi. L'anglais n'est plus quelque chose que tu dois redouter. Commence dès aujourd'hui, pas quand tu seras prêt, pas quand tu en auras besoin. Commence dès aujourd'hui, même si tous tes collaborateurs sont francophones aujourd'hui. N'attends pas demain ou dans 5 ans, parce que le jour où il faudra communiquer en anglais, tu dois être prêt. Et la deuxième chose que je referais différemment, c'est le networking. Parce que oui, j'aurais networké différemment. Je ne suis même pas sûre que je networkais quand je commençais ma carrière. Je ne pense pas parce que je suis quelqu'un de très timide de nature. Donc j'avais beaucoup de mal à partir dans les événements scientifiques, à aller essayer de communiquer, d'interagir, de tenir des conversations avec des individus. Pourtant qui étaient des individus comme moi, mais j'avais du mal à le faire. Ça veut dire que je me suis bloquée volontairement. Mais involontairement, j'ai également bloqué, ralenti ma carrière. Les meilleures relations sont celles qui sont établies avec des individus qui ne sont même pas de ton domaine. Ça veut dire qu'en ayant networké, c'est une bonne chose. Mais ne network pas uniquement là où tu es dans ta zone de confort, la microbiologie ou l'hématologie ou la cardiologie. Network même dans d'autres sphères qui vont te permettre d'avoir des relations qui t'ouvriront d'autres portes. Parce que oui, les opportunités ne viennent pas uniquement de ce que tu fais. Elles viennent également des personnes qui font des choses adjacentes à ce que tu fais et qui ont peut-être besoin de toi. Ou alors des personnes qui ont appris à te connaître et qui ont vu des opportunités passer et se sont dit « Ah, ça correspond au profil de Luria » et donc te passe l'information. Dans mon centre de recherche, au CEPCAM Research Institute, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage tous les jeunes chercheurs
de partir dans les conférences, de partir dans les sociétés savantes, peu importe qu'elles soient nationales, internationales et consorts, peu importe si tu dois dépasser 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, 500 000 même pour voyager, ils doivent aller systématiquement parler dans des conférences, s'ouvrir au monde, communiquer, interagir avec d'autres chercheurs. Cela a une plus-value inestimable dans la carrière d'un individu, encore plus d'un jeune chercheur. Le troisième point de ce que j'aurais fait différemment, ce serait de demander de l'aide. C'est peut-être l'une des choses la plus difficiles à admettre pour moi parce que je suis quelqu'un de très indépendant et donc demander de l'aide pour moi c'était comme une faiblesse. Demander de l'aide pour moi c'était comme un manquement, comme si je n'arrivais pas à devenir la meilleure version de moi-même. Pourtant c'est complètement l'opposé. Parce que oui, la vérité c'est que les chercheurs qui avancent plus vite, ce ne sont pas forcément les plus brillants. En général, et dans la majorité des cas, dans 90% des cas, ce sont les plus connectés. Tu dois connaître ce genre de chercheur. Tu l'as certainement déjà vu, ce chercheur qui, pour toi, tu es plus avancé que lui en termes intellectuels et même en termes de profil, de carrière, mais il semble progresser plus que toi. En général, c'est parce que ce chercheur-là, il a le courage de dire « je ne connais pas ». Ou j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et il trouve des gens qui vont lui ouvrir la porte et il va donc pouvoir avancer. C'est d'ailleurs valable même pour la vie. Si tu es un jeune chercheur et que même dans la vie courante, tu ne demandes pas de l'aide aux gens, tu vas te retrouver stressé, étouffé, malheureux. Parce que tu ne sais pas dire, ah non, j'ai besoin d'aide pour faire telle tâche. Ça s'applique en général, ça s'applique aussi dans la carrière académique. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Demander de l'aide, c'est une stratégie. Et c'est une stratégie qui a le pouvoir de propulser ta carrière. Elle a le pouvoir de transformer ta courbe de progression de manière exponentielle. Donc, demander de l'aide, c'est une force, c'est une puissance. Parce qu'une fois que tu rencontres en face de toi les individus qui sont ouverts et qui veulent t'aider, en général, ça crée une réaction exponentielle. La quatrième chose que j'aurais eu à faire différemment, j'aurais probablement ouvert mon esprit au monde plus tôt. Oui, j'aurais probablement accepté qu'il faille pour moi aller à l'étranger pour apprendre d'autres personnes. Quand je dis à l'étranger, attention, je ne suis pas en train de parler uniquement des pays développés d'Europe ou d'Amérique. À l'étranger, ça veut dire, moi je suis camerounaise, je sais pas si tu es ivoirien ou béninois ou nigérian. Moi je suis camerounaise, donc j'aurais forcément pensé que je pourrais partir dans un pays voisin frontalier d'Afrique pour me développer. Si à l'étranger également, les pays développés d'Europe, d'Amérique également, c'est une possibilité, j'aurais forcément eu à le faire. Pas pour y rester, j'ai bien dit pour me former. Je me suis formée en Afrique du Sud. Juste ce petit changement d'environnement a une transformation phénoménale pour moi. Je suis un pur produit de l'Afrique. J'ai appris au Cameroun, j'ai été formée pour mon PhD en Afrique du Sud. J'ai été formée en bioinformatique en Afrique, au Ghana, en Éthiopie, au Kenya, mais jamais dans un pays développé. Mais pourtant, ces expériences, elles ont été transformatrices pour moi. Pourquoi? Parce que le fait de te retrouver, de sortir de ta zone de confort, de sortir de ton cadre naturel, te permet de prendre conscience de ce que les autres font, te permet de réfléchir sur ce que tu as, te permet de réaliser où tu te trouves et comment est-ce que tu peux exploiter tes assets, tes qualités, tes forces pour avancer. Parce que oui, il y a quelque chose qui se crée lorsque tu sors de ton cadre naturel et c'est une perspective que tu développes. Parce qu'en dehors de la science que tu vas avoir, tu as des atouts, tu as des connaissances que les autres n'auraient pas. Et puis, bien sûr, il faut que tu apprennes plus que les autres. Tu ne dois pas te contenter d'avoir les cours transmis à l'école ou en classe pour te dire que je connais tout. Non, en fait, ceux qui ont une perspective autre que les autres chercheurs en général, ils se donnent davantage, ils ont plus de temps pour développer leurs compétences, développer leurs perspectives. Ce qui fait que lorsque ils se retrouvent
dans un environnement où ils peuvent contribuer. En général, on ressent qu'ils ont de la valeur et en général, ils se démarquent plus que les autres. Mais tu ne peux pas savoir tout ça de l'intérieur. Tu ne peux pas savoir tout ça lorsque tu es fermé, renfermé sur toi. Alors, il faut s'ouvrir au monde. Il faut ouvrir son esprit au monde. Et ça ne veut pas, encore une fois, dire qu'il faut partir pour partir. Il faut partir avec un plan précis. Il faut partir avec une intention précise. Quelle est la compétence que je vais acquérir? En quoi est-ce que cette opportunité est importante pour moi? Le cinquième point, la cinquième chose que je ferais différemment, c'est certainement de soumettre les appels à projets beaucoup plus tôt. Quand je dis beaucoup plus tôt, je ne parle pas plus tôt après le doctorat. Quand je dis beaucoup plus tôt, ça veut dire même lorsque je n'ai pas besoin d'argent. Je pense que beaucoup en Afrique, beaucoup de chercheurs, on cherche à soumettre une fois qu'on réalise qu'il nous faut des fonds pour réaliser des travaux, peut-être pour notre unité de recherche ou des travaux de thèse. C'est possible, mais on peut aussi soumettre parce qu'on veut gagner un prix. On peut aussi soumettre des appels parce qu'on veut gagner un travail grand pour aller des conférences. Mais il faut déjà savoir qu'on doit soumettre à ce genre d'application, d'appel à financement et il faut le faire très tôt. Déjà dès le master, même la licence si c'est possible, il faut le faire plus tôt, lorsque ce n'est pas encore obligatoire. Lorsque tu as la possibilité de refuser de le faire, tu as la possibilité de dire je ne me soucie pas de cela vu que mon PI, mon superviseur ou mon mentor s'en charge. Il faut déjà se frotter à ça. Beaucoup de bailleurs de fonds évaluent les nombres d'applications que tu soumets par an. Ça veut dire que ils vont te demander combien de projets est-ce que tu as déjà gagné précédemment. Il y en a d'autres qui te disent oui, ok, tu as gagné les 10 là ou les 20 là. Tu en as postulé à combien durant les 5 dernières années. Liste-les. Le projet n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste exister. Et exister, c'est même pas dire exister dans ta machine ou dans ta tête, parce qu'on se connaît. Il y a mes amis ici qui écrivent des projets depuis 10 ans, depuis 5 ans. Ils sont toujours en train de polish, ils disent qu'ils sont en train de peaufiner le projet, de le peaufiner, de le peaufiner, de le peaufiner. On ne soumet jamais. Ce n'est pas ça exister. Les idées, ce sont juste des idées. Tant que tu ne fais pas sortir ça pour aller l'exposer au monde, c'est toujours une idée. Lorsque le projet n'est jamais soumis, c'est toujours une idée. Ça ne sert pas, ça n'existe pas. Et tu vas faire des années dans ce système-là si tu n'as pas le courage d'appuyer sur soumettre. Donc, moi, je te conseille, si tu es un jeune chercheur, d'oser soumettre tes applications très, très tôt. Soit on te rejette, soit on t'accepte. Mais tant qu'on te rejette, tu es en train d'apprendre. Tu es en train de progresser. Et le jour où tu seras prêt, tu auras déjà eu la maturité nécessaire pour gagner des projets. La sixième chose, c'est certainement la chose la plus importante et peut-être aussi la plus difficile à dire. J'aurais accepté beaucoup plus tôt qu'un leader est souvent très seul et que ça fait mal d'être leader. Personne ne te prépare à ça. Personne ne te dit comment c'est de lead une vision. Personne ne te dit ce que ça coûte de créer quelque chose qui n'existe pas. Tu prends des décisions ou tu prendras des décisions que personne autour de toi ne comprendra jamais. Et tu vas porter des visions, des idées que d'autres autour de toi ne voient pas encore. Seulement, c'est un jour, tu te demandes si tu as raison. C'est un jour, tu te demandes si ça en vaut vraiment la peine. C'est un jour, tu te demandes pourquoi est-ce que tu dois continuer. C'est un jour, tu te demandes pourquoi toi? Pourquoi tu as décidé de faire cela? Pourquoi ne pas lâcher tout, faire comme tous les autres et vivre comme tout le monde? Parce qu'en réalité, à la fin, tu dois t'accrocher. Quand tu es un leader, tu dois t'accrocher. La solitude d'un leader, elle est réelle. Mais ce n'est pas un signe que tu fais fausse route. Ce que j'aurais certainement fait plus tôt, ce serait d'accepter cette solitude et accepter que construire quelque chose qui n'existe pas fait mal, t'isole, mais a une plus-value. Parce que tu es en train de planter les graines pour un arbre dont tu risques de ne jamais manger les fruits, mais qui va laisser une empreinte sur le monde que tu as trouvé, qui va le rendre meilleur. Alors, il faut accepter la solitude de leader. Si tu es un jeune qui essaie d'être leader aujourd'hui, ou qui te dit d'être un leader, ou qui pense à devenir leader, chercheur indépendant, avoir ton unité de recherche, il faut savoir que ça fait très mal. Moi, je ne savais pas, mais il faut savoir que ça fait très mal. Et tu vas devoir vivre avec. Même si tu avais des amis avant, tu vas savoir que beaucoup d'amis vont te lâcher. Mais tu vas forcément devoir refaire un nouveau cercle d'amis qui vont
eux de comprendre. Dans les 6 choses que j'aurais fait différemment, l'anglais, le networking, demander de l'aide, m'ouvrir au monde, soumettre plutôt et accepter qu'être leader, ça fait mal. Accepter la solitude des leaders. Si tu as besoin d'aide, si tu ne sais pas par où commencer aussi, je te laisse le lien du Elite Research Accelerator Self-Paced. C'est le programme que j'ai développé, c'est un programme que tu peux prendre en ton temps, en temps voulu et pas à pas avoir toute l'approche nécessaire pour transmettre ton mindset, produire de meilleurs articles, mais également comment trouver des financements, comment trouver des collaborateurs, comment avoir la meilleure productivité, le tout pour te transformer en un meilleur scientifique, en un meilleur leader pour l'Afrique. Donc, aucune de ces choses ne demande un meilleur laboratoire. Aucune de ces choses ne te demande une meilleure institution. Aucune ne te dit qu'il faille uniquement partir à l'étranger pour réussir. Elle demande juste une décision. Celle que tu peux prendre aujourd'hui, depuis Yaoundé, depuis Nairobi, depuis Kinshasa, depuis Abidjan, depuis Dakar. Les solutions qui doivent sauver l'Afrique ne viendront pas d'ailleurs. Elles doivent venir de l'Afrique et des Africains. Si aujourd'hui, tu trouves un problème dans la communauté, quelque chose qui te fait mal, qui t'écoeure et qui te touche particulièrement, alors tu es certainement la personne qui doit résoudre ce problème. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à un chercheur qui en a besoin aujourd'hui. Laisse-nous des commentaires, nous dis laquelle des 6 choses t'a le plus marqué. Dis-nous également si tu aimerais avoir d'autres vidéos de la sorte ou quelle autre vidéo tu aimerais, quel autre sujet tu aimerais que j'aborde. Et je serai ravie de te retrouver pour un nouvel épisode sur D2 Africa Stories. Comme je l'ai dit toujours, ose rêver pour l'Afrique. Ciao, ciao.